David Reyes, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans l'album. En fait, c'est le deuxième album qu'on fait. Ouais. On se remémorait le fait que le premier, c'était à peu près il y a 15 ans. C'est ça. C'était à Stavelot, à l'époque qu'on faisait au musée Apollinaire. Mais depuis 15 ans, beaucoup de choses se sont passées pour vous. Et donc, c'est l'occasion justement de reparcourir votre vie avec tout ce qui s'est passé depuis lors. On va parler musique, Oui. Évidemment, on va parler musique de film, Oui. Une superbe carrière déjà comme ceci. Alors, on va commencer par quelques photos qui sont des photos entre guillemets professionnelles. Oui, c'est ça. Et ça va nous permettre d'évoquer votre parcours de musicien, la formation, etc. Et puis justement des moments importants, dont celui-ci. C'est ça. On est à Cannes, là, effectivement. C'est ça. Il y a 15 ans, justement. C'est le premier album qu'on avait fait. Se terminait avant, parce que je disais que je travaillais sur un film malien et on se demandait s'il allait être pris en sélection. Et c'était le cas, puisque on s'est justement retrouvé. C'est la seule sélection officielle que j'ai faite jusqu'à présent. C'est ça. Mais bon, ça n'empêche que je suis retourné à Cannes, du coup, plusieurs fois après pour le travail, parce que voilà, mais je vais expliquer un peu. Mais c'est vrai que là, bon, c'était une sélection, donc c'était avec tout le côté montée des marches, etc. Pour un film de Souleymane Cissé, donc qui est un film malien. Et c'est assez sympa parce que ça illustre aussi le fait qu'en musique de film, je peux parfois travailler sur des films pour des pays étrangers, mélanger des instruments d'autres ethnies avec ma musique, on va dire, plus occidentale, etc. Et c'est vrai que ce film-là, c'était un peu le début en plus de cette démarche-là. Donc j'y suis très attaché, d'une part parce que quand même ça m'a permis de monter les marches, donc c'est quand même sympathique, parce que ça fait quand même rêver. On pense au cinéma. Ou d'ailleurs, le tapis rouge. Ouais, voilà. En plus j'avais mis un beau costume. D'ailleurs c'est rigolo parce qu'on voit que nous on est en costume, voilà. Et puis les Maliens, eux, ils avaient des couleurs et tout ça, donc c'était très contrasté comme monter les marches. Et puis ça permet de... Voilà, il y a quand même cette partie de rêve quand on fait de la musique de film, quand on veut travailler dans le cinéma. C'est vrai que les festivals, il y a ce côté un peu paillette, mais que déjà petit à la télévision aussi, je regardais et tout ça. Donc s'y retrouver, c'est assez sympa. Bon, on voit l'enfer du décor, c'est-à-dire que l'hôtel, il est à 50 mètres. On vient vous chercher en voiture pour faire 50 mètres parce qu'il faut arriver devant les caméras pour faire les marches, tout ça. Donc ça peut être un peu spécial, mais bon, c'est amusant. Et c'est vrai que, voilà, quand je parle de mon métier, c'est vrai que les gens s'imaginent aussi beaucoup qu'il y a des festivals, des trucs, et c'est vrai qu'il y a une partie de ça. Il y a quand même une beaucoup partie. de travail. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ça, c'est un peu la cerise sur le gâteau au niveau de la communication. Mais c'est vrai que pour amener à ça, voilà, il faut travailler. Ça veut dire qu'il faut avoir beaucoup de contacts. Ça veut dire qu'il faut essayer plein de choses différentes. Et en ce même temps, il y a Cannes, le tapis, mais en dessous, il y a le marché du film, où là, du coup, je vais à peu près chaque année, parce que c'est là qu'on rencontre les producteurs, qu'on peut rencontrer les distributeurs, qu'on peut faire écouter des démos, et qu'il y a aussi le côté un peu soirée. Parfois, vous allez vous mettre à un bar, et puis vous allez commencer à parler à la personne à côté de vous, qui justement est en train de préparer un truc. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu sans filet. On se dit, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller à Cannes, surtout si on est compositeur, alors qu'il n'y a toujours pas de prix de musique de film, par exemple. Donc on se dit, mais en fait, concrètement, je ne peux pas vous dire je vais ramener du travail de là, mais par contre, c'est vrai que si je vais là, vu que tout le monde est là, il peut toujours se passer une rencontre, quelque chose qui peut déboucher sur un projet et tout. Donc, ça fait partie du métier aussi d'aller parfois dans les festivals pour provoquer les rencontres. Comment travaillez-vous? Comment travaille-t-on pour s'immerger dans un monde, dans un univers d'un film? Vous avez évoqué aussi le contact avec d'autres cultures, avec d'autres approches musicales. Vous faites comment pour entrer dans d'autres mondes comme ça? C'est vrai qu'en général, c'est dicté par le film, ce qu'il faut faire, et parce que je travaille plus pour un film que pour un réalisateur. C'est-à-dire que l'idée, ça va être vraiment que voilà, le réalisateur, il a un film, il a un univers, il a une histoire, et s'il veut de la musique, c'est qu'il veut raconter il veut qu'on l'aide à mieux raconter son histoire. Donc moi, en général, j'essaie de trouver la meilleure approche. C'est-à-dire, je ne suis pas tellement sur l'approche du on va raconter en musique ce qu'on voit déjà à l'image. Bon, ça peut fonctionner si vous faites un Tom et Jerry, évidemment. Le but, là, c'est de souligner pour rendre plus drôle. Mais si on prend, par exemple, si je reprends ce cas-là, par exemple, c'est que s'il voulait de la musique typiquement africaine, il y en a dans le film, d'ailleurs, il y a des chansons. Mais s'il est venu me trouver moi, c'est parce qu'il voulait autre chose. Il voulait rendre le propos un peu plus universel. Donc avec mon approche, on va dire, européenne, je pouvais avoir justement quelque chose qui allait rendre l'histoire un peu plus extra-malienne, mais en même temps en intégrant, justement, j'ai dû travailler avec un joueur de Ngoni qui est venu à la maison, qui a improvisé des choses sur des thèmes que j'ai inventés, etc. Et donc en mélangeant ça, ça permettait de faire un pont un petit peu entre, entre la culture malienne et mon écriture plus classique, et du coup de créer une musique qui fait un peu un pont entre les univers et qui va peut-être rendre du coup les films plus accessibles à nous, Européens, par exemple. D'accord. Donc ça fait partie des choses, comme après j'ai fait un film kurde, un peu dans la même démarche,
C'est-à-dire que j'avais composé des musiques, le réalisateur est allé donc, au Kurdistan tourner ses scènes avec les musiques sur son iPhone, il a fait improviser à des musiciens de rue des improvisations sur base des mélodies que j'ai récupérées, que j'ai retravaillées, et au final, ça permet parce que la musique est universelle finalement, et c'est vrai que elle permet de mélanger les gens autour d'émotions, et donc voilà, moi je pars toujours du scénario, du contexte, et aussi l'idée c'est que la musique apporte sur un troisième personnage. Donc en fait, elle apporte quelque chose qui n'est pas dit dans le scénario. Typiquement, voilà, si vous avez une scène entre deux personnages qui se disputent, la musique peut prendre parti pour l'un ou pour l'autre, par exemple. Et ça, le travail de la musique peut être ça, le but étant de guider le spectateur vers une compréhension de l'histoire ou vers du non-dit. Enfin, il y a... Et aussi, je comprends bien, la musique, elle arrive avant même parfois le tournage. Ça peut, voilà, c'est-à-dire qu'il y a différents stades. On peut me contacter sur le scénario. À ce moment-là, c'est quelqu'un que je connais qui me fera lire un scénario, et du coup, ça permet de développer l'imaginaire, de proposer des thèmes éventuellement pour le tournage, comme le film Kurde. Elle peut influencer le tournage aussi. Elle peut influencer éventuellement le tournage, parce que par exemple, vous pouvez faire entendre, il y avait cet exemple très connu de Sergio Leone qui balançait ses musiques sur les plateaux, mais c'est vrai que voilà, si vous avez un thème, par exemple, et le réalisateur, il l'a avec lui, il peut le faire entendre aux comédiens et tout, donner une idée de l'atmosphère, mais ça veut dire qu'il faut connaître déjà le réalisateur avant, parce que souvent, on va être plutôt appelé sur le premier montage en général, c'est-à-dire qu'il tourne, il fait une espèce d'ours qu'on appelle, c'est-à-dire un film dans l'ordre mais trop long. Et puis à ce moment-là, et souvent ils mettent des musiques temporaires pour s'aider en montage, alors ils mettent un peu des musiques de Hans Zimmer, de machin, tout ça. Et puis après, on vient chercher un compositeur pour lui dire, voilà, le film ressemble à ça, et du coup, j'aimerais bien que tu fasses la musique du film. Donc à ce moment-là, c'est à nous de trouver, d'une part, quelle va être vraiment la musique qui va raconter ce film-là et pas un autre. Et en même temps, comme ils ont tendance à travailler avec des musiques temporaires, donc à avoir dans l'oreille les musiques qu'ils ont mises en montage, il faut arriver à trouver quelque chose qui se détache de Hans Zimmer, parce que sinon, il faut prendre Hans Zimmer. C'est ça. Donc, mais en même temps, s'il a mis ça, il y est habitué, ça veut dire que quelque chose l'a intéressé dedans, donc il faut essayer de comprendre pourquoi tu as voulu cette musique-là, qu'est-ce qu'elle évoque chez toi. Et en même temps, moi, je ne suis pas Hans Zimmer, donc je vais proposer mes solutions pour le toucher un peu de la même manière. Donc il y a tout ce travail psychologique et musical, mais c'est ça qui est passionnant. On vous voit travailler là. Voilà, en fait c'est ça, c'est pour ça que c'est marrant de passer de Cannes, que les gens imaginent, voilà. Et en fait mon travail c'est plutôt ça. Je suis devant un ordi, voilà, je suis devant un ordi, il y a un peu de foutoir sur le bureau. Là c'était les Rivières Pourpres, donc en plus comme c'est une musique entièrement faite en studio, j'avais des instruments, j'ai un violon électrique, je suis pas violoniste, mais je sais faire des sons bizarres avec. Donc voilà, je vois même je sais qu'il y a une balle là, je l'avais utilisée pour rebondir, ça faisait punch punch. Et en plus si après vous mettez dans un logiciel et vous pitchez, c'est-à-dire qu'on le met plus grave, ça fait boing boing, et voilà, ça peut créer des pulsations. Enfin, donc c'était vraiment une musique bricolée à la maison. Donc on passe son temps sur un ordinateur comme ça, et aussi je frappe un peu des trucs, j'enregistre des sons et puis je les déforme et tout ça. Et en plus, j'aime bien cette photo parce que justement, j'ai été engagé sur les Rivières Pourpres et ma fille venait de naître. Donc là, on voit qu'en plus, je travaillais, je la portais en écharpe. Et donc, j'étais en train de faire des trucs avec des gens décapités et tout. Et puis, j'avais ce petit bébé comme ça. C'était assez rigolo, mais ça me rappelle, voilà, le travail, 90%, on est en Belgique, je peux le dire, 90% du temps, c'est plus ça quand même. C'est ça, d'accord. Et voilà. Et sinon, quand on a de la chance, ou quand on a du budget, on peut enregistrer. Ça, c'est la partie la plus chouette, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des vrais musiciens, on a écrit les partitions et tout, et à ce moment-là, on passe en studio et on enregistre. Mais c'est pareil, c'est quelque chose de très chronométré, parce qu'en général, c'est des sessions de 3 heures à peu près. Et donc du coup, il faut minuter, il faut prévoir la session, savoir dans quel ordre on va enregistrer les morceaux pour essayer d'enregistrer d'abord les choses pas trop difficiles au début, le temps qu'ils se chauffent, mais pas les garder pour la fin non plus parce qu'ils sont crevés, donc il faut les mettre au milieu. S'il y a tout l'orchestre au début mais qu'il n'y a qu'un piano à la fin, on va le mettre à la fin le piano parce que comme ça on fait partir les autres musiciens avant. Enfin, il faut gérer toute sa session. Mais c'est vrai que ce qu'il y a de bien là, contrairement à la photo qu'on a vue avant, c'est que il y a du vrai, il y a des musiciens qui jouent en vrai, il y a un partage, il y a de l'émotion. Surtout là, c'est des cordes. Les cordes, c'est quelque chose de très difficile à faire en synthétique, c'est-à-dire que le vibrer, l'émotion en vrai, ça ne se remplace pas. Donc moi, j'essaye toujours, parce que souvent on nous dit il n'y a pas d'argent pour la musique, c'est bon. Donc j'essaie souvent de faire un compromis dans les projets que j'ai jusque-là, parce que je n'ai pas encore eu la chance de faire non plus un film avec, à part Le Renard et l'Enfant, mais sinon c'est très peu de gros orchestres. Mais souvent j'enregistre des cordes et je fais le reste en synthétique par exemple. Ça permet d'avoir déjà au niveau du budget un compromis. Et puis parce qu'en même temps, en synthétique, du coup, je vais travailler les sons pour qu'ils sonnent bien synthétiquement, utiliser des claviers un peu bizarres, tout ça. Mais les cordes, je trouve que si je veux des cordes, je préfère enregistrer quelques cordes. Là, en plus, ils ne sont pas tellement nombreux, quitte à les doubler pour faire plus gros. Mais comme ça, on aura le vrai son humain. Et mélanger les deux, ça passe très bien. Autre thème,
Bah ouais, ça fait le lien avec avant. Ça, c'est ma fille, évidemment. Bah, c'est vrai que ça a été le gros bouleversement depuis la fois dernière. C'est vrai que c'est Eva. Je sais que c'est. Elle a quel âge maintenant? Maintenant, elle est là, il n'y a pas longtemps de ça. Elle a 6 ans et demi. Okay. Et maintenant, elle supervise mon travail. C'est pour ça que je trouve cette photo rigolote. C'est que, là, c'est une série d'animation qui s'appelle Les Super Pouvoirs du Vivant. Voilà, c'est des dessins animés pour les enfants. Et c'est la première fois qu'elle est vraiment fan de ce que je fais. Parce que les Rivières Pourpres, elle est encore un peu petite pour les regarder. Oui, bien sûr, oui. Mais là, c'est vrai que c'est chouette parce qu'elle connaît elle regarde tout le temps les épisodes, elle chante les mélodies, etc. Et donc, elle a appris des choses grâce à ça. On va faire un ciné-concert d'ailleurs de cette série-là, voilà. Mais c'est vrai que c'est mignon parce que, forcément, on l'a vu, bébé, en plus, je travaille sur les Rivières Pourpres, j'avais cet enfant. Ça change tout quand vous avez un enfant quand même. Avant, on vit pour soi, après, maintenant, on vit pour la petite. Et puis, on a un lien vraiment très, très chouette. C'est-à-dire que plus elle grandit, plus évidemment le lien se renforce, plus on fait des choses. Je la prends au cinéma, je vais avec elle. Elle fait de la musique? Non, elle aime bien en écouter, elle a une très bonne mémoire, c'est-à-dire qu'elle entend, parfois on fait des Lego ensemble et tout, et puis elle entend, et puis elle fait « mais ça c'était dans tel moment, dans tel film » et tout ça, donc elle retient très bien. Mais après j'ai essayé un peu de la mettre à la musique, bon c'est pas spécialement son truc pour l'instant en même temps, parce que… Faut laisser venir les choses. Complètement, je vais pas l'obliger, mais c'est vrai que, elle aime bien en écouter, et puis je suis content aussi avec elle de partager finalement autre chose. C'est-à-dire que comme moi, j'ai grandi sans mon papa quasiment parce mes parents ont divorcé quand j'étais tout petit et donc du coup après j'ai plus de contact avec mon papa. Mais du coup moi maintenant, je suis très très proche de ma fille aussi parce que je compense un peu, je pense. C'est-à-dire qu'on fait du Lego, on va aux expos, on va au cinéma, je fais ses devoirs. Et donc c'est chouette parce que ça me ramène dans le réel aussi un peu par rapport au travail. C'est ça. Et puis surtout, c'est merveilleux de voir grandir son enfant quand même. Bien sûr. Voilà. Et donc c'est chouette. Ça c'est mon gros hobby. Justement, le Lego. Ouais, oui, j'en parlais, donc j'en fais avec Eva, ça je voulais refiler cette passion-là. Mais c'est vrai que ça a été quelque chose d'important pour moi, les Lego, et ça l'est toujours, parce que d'une part, j'ai grandi un peu dans mon coin, c'est pas du tout un reproche, mais c'est vrai que ma sœur est pianiste, ma maman est prof de piano, elle s'est remariée après qu'un pianiste, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de piano à la maison. Et évidemment, on sait que j'adore ma sœur, et puis elle a fait une grande carrière, et je suis très fier de ma sœur. Mais moi, ne faisant pas de piano, j'étais un peu plus sur le côté. Et donc c'est vrai que je passais beaucoup de temps à m'occuper, notamment en faisant du Lego, parce que c'est un jouet que je pouvais d'une part faire tout seul. En plus, j'en ai parlé avec ma maman parce que je ne me rendais pas compte, mais elle évidemment n'avait pas connu les Lego, c'est apparu à peu près dans mes années. Donc elle me voyait construire les trucs et ça la fascinait, elle me disait, moi je ne comprenais pas comment tu faisais tout ça. Mais moi je ne me rendais pas compte. Donc c'est vrai que d'une part il y a ce côté création, que finalement je créais mes histoires aussi. Vous auriez pu être architecte alors? Alors architecte, je ne sais pas. Designer Lego, j'aurais peut-être bien aimé parce que je suis toujours fasciné par ce qu'ils font. Puis c'est vrai que je faisais mes histoires. J'avais un train, ça a été vraiment mon jouet préféré. Je l'ai gardé précieusement. Et maintenant, je viens de le redéballer 30 ans après pour jouer avec ma fille. Et tant mieux parce que j'adore les trains depuis que je suis petit. Et heureusement, vu tout ce que je prends comme train, voilà. Mais c'est vrai que les Lego, c'était un peu mon refuge d'imaginaire d'enfant. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas le travail ou pas la musique, je jouais là, je faisais des personnages, je construisais des trucs. Et chaque année, en plus ma grand-mère, elle faisait la Saint-Nicolas. Et donc chaque année, je recevais des rails en plus ou des trucs en plus pour agrandir ma ville Lego. Donc il y a aussi tout ce lien avec ma grand-mère que j'adorais. Et en fait, maintenant, il y a eu tout un moment où les Lego, on laisse retomber, on est adolescent, machin. Et en fait, maintenant, j'ai des amis, justement, ça c'est des gens de l'orchestre de Strasbourg, des percussionnistes. Et en fait, on se rend compte que dans mon âge, on est beaucoup à avoir fait du Lego et finalement à aimer toujours ça maintenant. Parce que Lego, on fait des pièces maintenant. Mais là, on voit que on se réunit tous les mois. Le Titanic. Oui, c'est ça. Voilà. Et là, on a fait la Tour Eiffel. On se réunit tous les mois pour faire du Lego. Et là, la Tour Eiffel était 10 000 pièces quand même. Donc on s'est vu pendant 6 mois, voilà. Et c'est vrai que ce que j'aime bien maintenant, c'est que d'une part, il y a des chouettes trucs à exposer, et qu'en plus, c'est des moments passés avec des amis qui, pareil, ne sont pas liés au travail. C'est-à-dire que à ce moment-là, je fais pas de la musique ou du cinéma parce que j'ai eu beaucoup d'amis liés à mon métier. Mais c'est vrai que là, c'est juste, on boit de la bière, on fait du Lego. Donc c'est chouette finalement d'avoir ce lien-là aussi. Et bon, là, je suis allé à Legoland. On y va chaque année avec Eva et avec ma mère. Il paraît qu'on ne prenait pas les Lego, mais quand elle est allée à Legoland et qu'elle a revu Venise reconstituée en Lego, ou bien ce pharaon là qui est quand même gigantesque, vous voyez une pièce de Lego, c'est quand même comme ça. Ah oui. Et là, c'est entièrement en briques et tout. On fait des choses vraiment impressionnantes et c'est même, c'est chouette que ça, c'est devenu même un matériau d'art. Il y a même des expositions d'artistes qui créent vraiment des œuvres en Lego, etc. Et je trouve ça chouette parce que c'est parti du jouet de mon enfance qui était un peu mon refuge pour devenir finalement maintenant quelque chose qui unit avec des amis et qui en plus artistiquement on peut faire des belles choses avec.
Et au moins, je me dis, ouais, c'est un hobby qui, voilà. Vous le faites avec des amis, parfois tout seul aussi? Parfois tout seul aussi. Tout seul, ça a le même effet que la méditation? C'est un peu ça. C'est vrai que on se vide l'esprit. En fait, c'est ça. C'est le truc que j'ai trouvé aussi pour justement, quand j'ai besoin de faire quelque chose de manuel, je mets à la limite un disque ou quoi, mais juste de faire quelque chose qui me vide la tête. Parce que c'est vrai que j'ai tout le temps de la musique dans la tête en tant que compositeur, même en dormant, etc. J'en ai beaucoup. Et donc parfois, il y a besoin de faire quelque chose. Même en dormant? Ouais, même en dormant. Parfois, je me réveille pour chanter des trucs sur mon dictaphone à 3 h du matin pour pouvoir me rendormir. Okay. Et c'est vrai que le Lego a au moins cet avantage d'être quelque chose, un peu comme ceux qui font des manalas ou des choses comme ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui permet d'une part d'être manuel et de faire le vide, et en plus de voir l'objet se créer. C'est-à-dire que quand le Lego il est terminé, déjà j'aime bien parce que c'est joli. Et puis souvent, en plus, il y en a que j'achète parfois comme souvenir. Quand j'ai fini la première saison des Rivières Pourpres, je me suis offert le Lego, le dinosaure de Jurassic Park. Donc je sais que maintenant, il me rappelle la première saison des Rivières Pourpres. Okay. Donc voilà. Ah oui, ce sont des jalons dans la vie aussi. En plus, voilà, il y a ça en plus. D'accord. Le processus créatif, ça m'intéresse. Quand vous dites la nuit, je me réveille et j'enregistre. Oui. Il fonctionne comment chez vous le processus créatif? C'est très bizarre parce que on dirait qu'il y a une partie du cerveau en sous-couche qui est en permanence allumée. Ouais. Et alors, c'est-à-dire que soit forcément, si je fais de la musique de film, les choses vont être déclenchées par le film. Et souvent, le pire des trucs à faire, c'est de me mettre devant l'ordi et de me forcer à trouver quelque chose. C'est-à-dire qu'en général, ça ne marche pas trop. Okay. En général, je vais regarder la séquence, etc. Et puis souvent, je vais en fait aller me balader ou faire autre chose. Même de la maturation, c'est ça? Oui, voilà, parce qu'en fait, si on est devant, il y a un côté, je suis obligé de trouver maintenant tout de suite. Oui. Alors que si je sors, à la limite, je vais faire un tour, je vais acheter une pâtisserie, je vais me promener, je vais faire n'importe quoi, comme par hasard, en étant dehors, il y a un truc qui se met en place. Et donc du coup, à ce moment-là, je le chantonne souvent sur le téléphone pour ne pas oublier. Et puis je rentre et à ce moment-là, je vais commencer à écrire. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de particulier parce que c'est pareil la nuit. En fait, comme la nuit, c'est censé dormir, le cerveau s'étant mis en pause, c'est là que souvent, il va trouver les solutions sur lesquelles je bloquais. La nuit porte conseil. Mais complètement. Voilà, j'étais bloqué sur un enchaînement ou un truc, et puis à un moment, je vais « Ah, mais en fait… » Et alors, je vais me lever, je vais l'enregistrer, puis je vais me recoucher. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que parfois, on me demande souvent d'où viennent les idées, et je dis « Je sais pas, parce que… » Bon, les idées des films, quelque part, elles viennent dans le film. C'est-à-dire qu'à force de m'immerger, moi, j'essaie de me mettre à la place du personnage. Par exemple, de ressentir ce que le personnage vit, parce qu'en plus, je suis un hypersensible, donc du coup, je ressens très fort les trucs. Mais c'est pratique parce que ça va me permettre à ce moment-là d'essayer de me mettre dans un état que je vais traduire en musique. Si le personnage est très malheureux, je vais essayer de me rendre un peu malheureux. Et puis, du coup, je vais écrire une musique triste. Enfin, voilà, ça va. Mais c'est vrai qu'après, pourquoi telle mélodie plutôt qu'une autre? Pourquoi tel instrument plutôt qu'un autre? Je ne sais pas trop. C'est un peu la magie du processus créatif, mais c'est vrai que c'est souvent je sais qu'à force de travailler il y a des choses qui vont venir mais c'est toujours une page blanche, c'est-à-dire que même si on fait 150 films, j'en ai pas fait 150, mais je veux dire même si on a beaucoup travaillé, à chaque fois qu'un film démarre, je peux pas dire j'ai déjà fait ça, d'abord parce que j'ai pas envie de refaire la même chose, et puis parce que ce sera toujours une page blanche. Qu'est-ce qu'on va raconter? Et puis à un moment donné, quand on trouve le déclencheur, après la technique fait qu'on peut écrire plus vite. Mais c'est vrai que ça reste un grand mystère et du coup quelque chose qui reste passionnant dans ce métier-là. Est-ce qu'il y a des thèmes sur lesquels vous ne sauriez pas mettre de musique? Je ne pense pas qu'il y ait de choses interdites parce que justement en plus j'ai essayé jusqu'à présent d'être assez contrasté dans les films. C'est-à-dire qu'il y a eu des films pour enfants comme Le Renard et l'Enfant ou L'Odyssée de Choum qui sont des films vraiment pour les petits. J'ai fait un film d'horreur avec Laetitia Casta, j'ai fait des films maliens ou kurdes, j'ai fait de la comédie. Donc pour le coup j'ai en tout cas fait différents types d'univers. Donc ça c'est chouette parce que justement l'idée c'est comment essayer d'avoir ma patte ou de me retrouver moi-même dans des univers différents. Surtout que c'est des univers qui ne sont pas les miens. C'est-à-dire que quand j'écris éventuellement des pièces classiques, là je fais ce que je veux, mais quand je travaille pour un film, forcément on me propose une histoire. Donc en général je ne me lève pas en me disant que je vais écrire de la tonale. Donc j'essaie de rentrer dans un univers qu'on me propose et de faire mon univers à moi. Et en fait c'est le bébé des deux univers qui donne le film. Et c'est vrai que je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qu'on ne puisse pas faire. Par contre, il y a des choses où moi, je vais être moins à l'aise si on va me demander de faire de la techno ou du free jazz. Parce qu'à un moment donné, au début, quand on est jeune compositeur, on se dit « ouais, je sais tout faire, je fais pas ouais ». Et en fait, on ne sait pas tout faire. Déjà, on ne sait pas tout faire bien. Et puis justement, il vaut mieux essayer de se singulariser un petit peu. C'est-à-dire de trouver déjà ce qu'on aime bien. Et puis même au niveau des sonorités, des orchestrations, je pense qu'on reconnaît très bien un Morricone ou un Alexandre Desplat parce qu'ils ont un certain type de son, parce que voilà…
et que c'est aussi pour ça qu'on va les chercher. Et moi, je me dis, ben voilà, je sais que je vais aimer mélanger un peu d'électronique, un peu d'instruments du monde et des orchestres petits. Je ne suis pas un Zimmer qui aime faire des doublures partout. J'aime bien un Zimmer, mais je ne compose pas comme lui. Je vénère John Williams, mais j'écris pas comme lui non plus parce que j'ai découvert qu'entre-temps, en fait, j'aimais mieux autre chose et bricoler un peu des sons au milieu de mon orchestre. Enfin voilà, et donc c'est tout des choses qui font que je sais que parfois on me dit, tiens, on te reconnaît. Moi, je m'en rends pas compte, mais si on commence à me le dire, bah, c'est que quelque chose se met en place et ça, c'est agréable. Donc vous vivez toujours avec de la musique dans la tête. Oui. C'est un peu comme le héros du livre que vous avez fait. C'est ça, c'est pour ça que finalement... Lui, il a un violon dans la tête. Oui, ouais, c'est littéral. Hein. Lui, il est né effectivement avec un violon dans la tête. Et j'aime beaucoup ce livre, d'une part parce que je suis allé jusqu'à Paris voir l'auteur d'ailleurs, parce que j'avais été très marqué. Déjà, c'est le dernier livre que j'ai lu avant la naissance d'Eva. Donc j'ai un souvenir aussi de ça. Je lisais ça en attendant qu'elle naisse. En plus, elle a eu 10 jours de retard, donc j'ai eu le temps de le lire. Et en plus, bon voilà, ça a beau être une métaphore du handicap et des choses. Ça fonctionne pour les musiciens. Et l'auteur Gilles Marchand est musicien aussi. Et je lui disais, mais ouais, moi j'ai de la musique tout le temps. Et bah oui, c'est un peu une sorte de handicap d'une certaine manière. C'est-à-dire que parfois, je suis en train de vous parler, enfin là je vous parle, mais parfois tout d'un coup je vais avoir une absence parce qu'il y a un truc qui vient, et donc il faut le dire plus tard. Bon. Mais, donc ça peut être fatigant. Et en plus, j'ai l'oreille absolue, ce qui fait que quand je vais, par exemple, voir un film, j'entends la musique, mais j'entends les accords, les notes, j'entends do, ré, mi, do, la, si, sol, et je décode le truc. Alors, c'est à la fois chouette parce que pour retranscrire ou comprendre comment c'est fait, c'est bien. C'est à la fois frustrant parce que je ne peux pas entendre la musique comme quelqu'un entend la musique, c'est-à-dire cette espèce de brouhaha. Oui, je la décode. Donc, si elle me touche quand même. Hein. Si c'est beau, je vais pleurer. Oui. Mais c'est vrai que j'aimerais parfois, je me demande quel effet ça fait, les gens qui vont entendre ma musique dans un film, d'entendre cette espèce de flou musical, vous savez, un truc. Parce que moi, j'entends do, mi, si, la, si, do, mi, sol, etc. Et donc je n'ai plus cette... Donc c'est un peu frustrant, mais en même temps, c'est pour travailler, c'est pratique. Donc mais c'est vrai que voilà, ce héros-là, c'est chouette parce qu'en plus, il y a des choses qui m'ont touché. À un moment, bon, je ne spoil pas, ma maman, il va découvrir la paternité et tout ça. Moi, justement, j'allais être papa et tout. Donc le livre, en plus, est tombé à un bon moment. Et il est un peu dans une veine, un peu à la Boris Vian. Il y a un peu voilà, des personnages décalés et tout ça. Donc je trouve que c'est en plus un livre qui fait du bien à lire, qui a une très belle fin. Donc je l'aime beaucoup. Et je sais que pour l'île déserte, je pense que maintenant, je prendrai celui-là. J'avais pris Lolita il y a 15 ans. Mais entre-temps, j'ai préféré quelque chose d'un peu plus joyeux. Un funambule sur le sable. Oui, je le recommande. Vous qui vivez avec justement toujours la musique dans la tête, quel est votre rapport au silence ? Ça m'angoisse. Ça vous angoisse? Ouais, j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec le silence, j'ai l'impression d'être mort un peu. C'est très, très... J'ai mis énormément de temps. C'est comme j'ai beaucoup de mal à être seul aussi, parce que souvent quand on est seul en silence, j'ai un peu une angoisse de mort un peu. Donc c'est pour ça que souvent il y a toujours un disque. Mais le problème c'est que par exemple, donc lire j'ai du mal, parce que voilà, si je fais un Lego, je peux mettre un disque, ça va. Si je lis, j'ai besoin d'être concentré dans ce que je lis. Si j'écoute de la musique, en fait, je vais décoder le disque. Donc en fait, je ne sais pas me concentrer sur mon livre. Donc pour lire, il faut qu'il fasse silencieux. Et s'il fait silencieux, j'angoisse parce qu'il n'y a pas de bruit. Donc c'est compliqué pour moi. Donc alors je vais lire, je peux lire dans les trains et tout ça, parce qu'à ce moment-là, il y a toujours quand même un petit fond. Mais sinon, c'est pour ça, c'est difficile pour moi de lire, en fait, de me mettre dans cette bulle-là. Mais surtout les livres, parce que les BD, ça va. Mais c'est vrai que le silence peut être reposant, mais je crois que quand il y a vraiment du silence, en fait, je vais me mettre à chansonner un truc parce que je pense que voilà, une petite angoisse là-dessus. Alors, on vient quand j'étais petit là. Voilà. Ça c'est une photo que ma mère a retrouvée quand j'ai dit que je préparais l'émission. Je ne savais plus qu'il y avait cette photo, mais j'ai toujours adoré les trains. Je voulais être conducteur de train quand j'étais tout petit. Là, je dois avoir 2 ans et demi là-dessus. Je sais d'ailleurs plus trop quel train était venu à Verviers. Et je sais qu'il y avait eu l'Orient Express, tout ça. Il y avait des trains qui étaient venus dans la gare. Mais j'ai toujours eu une passion des trains. Déjà, c'est pour ça que le train Lego avait été aussi important, c'est que c'était un train. Et que heureusement, parce que je prends beaucoup le train. Et que j'adore faire des voyages en train. Un jour, je vais me payer l'Orient Express, je pense, je vais faire ça, parce que j'aime bien le train parce que c'est calme. Déjà, on n'est pas obligé de conduire. Je déteste conduire, donc j'aime bien me poser dans un train et avoir le temps. C'est des moments justement où je peux m'arrêter, prendre du temps pour moi aussi. Même si je suis avec ma fille dans le train, je peux jouer avec elle et tout ça dans le train, ça c'est agréable. Et puis j'aime bien cette impression du voyage, on regarde par la vitre, ça défile. C'est pas comme l'avion, où c'est beau l'avion, mais on est au-dessus de tout le train, je vois défiler le paysage. J'aime bien l'idée. Il y a une temporalité dans le train plus forte. Oui, c'est ça. Et en plus, je sais qu'un trajet, ça peut durer, quand on va à Cannes depuis Strasbourg, moi je peux mettre 7 heures, je crois. Mais c'est pas grave, je sais que je prends le temps. Et en fait,
être obligé de prendre le temps, parce que dans le train, je ne peux pas m'enfuir du train non plus, je vais me poser, je sais que je veux mettre 7 heures. J'aime bien ce moment aussi où ça peut se poser, parce que j'ai vécu à Paris 13 ans, j'ai adoré vivre à Paris, mais c'était une ville très stressante quand même, où on est tout le temps dans le stress, etc. Et au bout d'un moment, c'est usant, et c'est vrai que j'aime bien ces moments où je me dis, voilà, là c'est un moment où je sais que on est obligé de prendre le temps, et c'est reposant quand même. Et on se pose, oui. Voilà. Alors ça, c'est ça c'est la Suisse. Et en fait, j'ai toujours adoré. J'ai eu vraiment un coup de foudre pour la montagne. Oui. Quand j'étais petit, on est allé à Grimentz avec ma maman que je salue parce que c'est pas toujours facile, spécialement les rapports avec les parents. Mais ma maman, elle est chouette. Puis là, elle a même quitté la Belgique pour venir vivre à Strasbourg pour m'aider avec la petite et tout ça. Oui. C'est quand même pas rien. Et bon voilà. Et elle a quand même toujours soutenu aussi. C'est pas évident quand même, moi, quand j'ai dit que j'allais faire du cinéma et tout ça, alors que j'ai personne dans le milieu, on n'a pas grandi dans ce milieu-là, mais elle a quand même soutenu mes études, etc. Enfin bref, donc c'est une façon de dire à maman précieux. que... Oui, voilà, c'est une façon aussi de dire à maman que je l'aime. Mais là, c'est la Suisse, et c'est vrai que voilà, on était allés, et j'ai vraiment eu un coup de foudre pour les montagnes. En fait, je me suis senti bien par ces paysages qui sont grands et cette nature brute un peu. Moi, je me rends compte que d'ailleurs, si j'ai besoin de me régénérer, il faut que j'aille, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire, je pense, il faut que j'aille en montagne, à la limite, tout seul, quelques jours, parce que juste respirer, prendre l'air, c'est grand. Et j'adore aller en été, justement, parce que je suis nul au ski. Et puis en été, il y a les balades, il y a les cascades. C'est vrai que la montagne, l'été, c'est magnifique. Je trouve ça magnifique, et je trouve que c'est moins peuplé, et puis c'est calme, et puis, ouais, c'est vraiment l'aspect de la nature sans trop de vie humaine dedans. Parce que je suis un citadin, j'adore vivre en ville parce que comme je travaille enfermé chez moi, je compose, on l'a vu, devant un ordi tout le temps. Donc quand je sors, j'aime bien, je vais me balader dans la ville, il y a des gens, je vais dire bonjour, je vais prendre une pâtisserie, je vais à la Fnac, puis je rentre. Mais par contre, si je vais en vacances et que je veux faire le vide, je ne vais pas aller à la plage parce que c'est trop plat, il y a trop de monde. Je vais aller en montagne où j'ai le sentiment qu'il y a de l'air pur, qu'il n'y a pas trop... Voilà. Et puis je suis impressionné par ces montagnes avec ces neiges éternelles. Oui. Et quand j'ai fait les scouts aussi, et je me souviens qu'on s'est baladé dans des glaciers, tout ça, c'est des choses qui marquent, même physiquement, on ressent encore le... Ça. Puis l'été, la montagne... C'est la saison des orages et les orages en montagne. Oui, on en voit par la fenêtre. Et ça, ça avait été mon rêve depuis, je sais plus quand j'avais découvert ça. Je pense que c'est à Disneyland, c'est bête, mais quand vous êtes à Disneyland, le train, il fait le tour du parc, et à un moment, il passe dans un faux Grand Canyon, un moment, en carton-pâte. Mais ça m'avait fasciné, donc je m'étais renseigné, mais je devais avoir une dizaine d'années. Et puis j'avais découvert qu'il y avait le Grand Canyon et ses parcs nationaux. Et ça, c'était mon rêve d'y aller. Et puis, en fait, ça a été pour mon voyage de noces avec, donc, du coup, la maman d'Eva à l'époque. Et on a fait les parcs nationaux. Et c'est vrai que le Grand Canyon, il n'y a aucune photo qui peut rendre ça. C'est immense. Et on voit les strates de géologie, donc on voit l'histoire du temps. Et puis c'est juste... Je ne sais pas décrire. Je trouve ça incroyable. Voilà, c'est un paysage naturel qui est incroyable et qui m'a beaucoup, pareil, imprégné. Je me souviens qu'on avait fait le Grand Canyon, mais aussi les autres parcs nationaux américains. On avait été aussi en bateau dans une réserve Navarro. Et là, j'avais ressenti quelque chose, et c'est pour ça que même pour un compositeur, c'est très enrichissant, parce qu'on ressent des ondes, une atmosphère. J'avais même l'impression d'entendre des chants amérindiens, et ça m'avait inspiré une pièce pour Ronnie Vanta. D'ailleurs, j'avais écrit une pièce pour saxophone et quatuor à cordes, qui s'appelait Navarro Spirit, parce que j'avais cru entendre un chant Navarro qui faisait comme ça, et je l'avais transformé au saxophone. Mais voilà, en voyageant, c'est vrai que finalement, j'ai voyagé. Pareil, je me souviens, je suis allé à Séville. Et je me souviens que c'est la seule fois où j'ai quitté une ville et j'ai pleuré parce que je me sentais, je ne sais pas pourquoi, en plus je ne suis pas espagnol, hein, mais je me sentais chez moi là, il y avait un truc dans l'atmosphère, voilà, et vous ressentez en vous que ça a changé quelque chose. Et que du coup, après, dans la musique, il y a des choses aussi qui ressortent comme ça, parce que ça fait découvrir des sensations, et comme la musique, c'est une histoire de sensations. Il n'y a pas de... Je peux pas... Voilà, la musique, c'est pas dire la veste, elle est rouge, enfin, c'est quelque chose qu'on ressent. Ça fait découvrir voilà. Moi, cette attirance pour les grands paysages, je me souviens aussi que je parle beaucoup, hein, mais je me souviens aussi que le premier disque que j'ai reçu quand j'étais petit, c'était la Symphonie alpestre de Richard Strauss, c'est le premier CD que j'ai reçu, et donc c'était un poème symphonique sur les montagnes, et sans doute que ça m'a fasciné, et que vivre les montagnes, ça a fait écho à ça, je ne sais pas, mais maintenant, voilà, je suis toujours fasciné par les grands espaces. Ok. Je crois que Stravinsky a composé le Sacre du printemps au Diableret, en Suisse. Ah oui, effectivement, je crois. Comme quoi, hein.
Voilà. Ah bah ça c'est... Donc on passe sur les mentors un peu. Ça c'est Steve Reich. C'est le compositeur vivant, je vais dire, de musique classique que je rêvais de rencontrer, parce que je rêvais de rencontrer Ravel, mais c'est un peu tard. Mais Steve Reich, en fait, ça a été un choc. C'est aussi une façon de rendre hommage à Jacques Paulis, qui tenait le magasin digital ici à côté du conservatoire de Verviers, parce que j'ai passé énormément de temps au conservatoire, parce que d'une part, ma maman étant professeure là-bas, j'allais la retrouver après l'école. Et donc j'ai fait le violoncelle, la musique de chambre et tout ça. Et moi, j'étais un peu... À l'école, j'étais un peu la tête de Turc. Je veux dire, j'avais pas beaucoup d'amis, on se moquait de moi, tout ça. Mais au conservatoire, j'étais dans mon élément, je me sentais bien. J'ai eu beaucoup d'amis au conservatoire. Mais du coup, quand j'avais pas cours, je suis beaucoup allé chez Digital, qui était le disquaire qui m'a fait découvrir plein de trucs, Bruckner, du coup du Stravinsky, tout ça. Et je me souviens qu'à un moment, c'est plus tardif, mais à un moment je suis arrivé, il m'a dit écoute ça, et il a mis musique pour 18 musiciens de Steve Reich. C'est de la musique répétitive, donc vous avez pendant 1 heure, ce sont des espèces de boucles comme ça, sur des accords, mais c'est juste qu'il change les timbres, les percussions, tout ça, donc vous pouvez avoir 5 minutes sur un accord, sauf que c'est plein de cellules rythmiques qui se superposent et ça fait quelque chose en mouvement tout le temps, mais sur un accord qui ne bouge pas quasi. Okay. Et donc je trouvais ça vraiment insupportable. En fait, dans le magasin, j'étais genre, arrête, j'y arrive pas. Mais du coup, j'ai acheté le disque parce que je sais pas, il y avait un espèce de défi en mode, je vais me le faire, je vais me le mettre chez moi et je vais y aller au bout. Hein, c'est 1 heure, voilà. Et franchement, c'était dur. Et puis à un moment, je lui ai écrit 2-3 fois. Et puis à un moment donné, j'ai mis le disque, je l'ai écouté jusqu'au bout. Et ça a été comme une espèce d'épiphanie. Il y a eu un truc où j'ai découvert une espèce d'autre monde. C'était un peu dans l'ordre de la trance. Et en même temps, ça a été quelqu'un qui m'a fait éclater un peu tout ce que je connaissais en harmonie. C'est-à-dire que j'ai suivi les cours d'harmonie avec, voilà, bon. Et lui, il travaille autrement, il est influencé par le gamelan, il travaille sur de la musique modale, donc c'est une autre méthode, je vais dire, de composition, mais voilà, son truc c'est ça, c'est que quand on trouve un accord, on peut mettre n'importe quelle note sur n'importe quelle note, ça fonctionne. Donc ce qui l'intéressait, c'était le travail des instruments, et en fait, ça m'a complètement ouvert sur autre chose. Et maintenant, je travaille en fait beaucoup comme ça. Je mélange beaucoup sur des cellules rythmiques. En plus, en film, c'est pratique de faire des boucles rythmiques parce que par rapport au montage, vous pouvez les couper un peu comme vous voulez. Donc, c'est un bon truc. Mais voilà, il m'a ouvert vraiment un autre monde musical. Donc, quand il est venu à Paris, que j'ai pu le rencontrer, j'ai été très marqué. Et sinon, là, ça c'est Eric Serra, c'est en musique de film. C'est celui qui vraiment m'a donné envie de faire ce métier-là. Parce que je vivais dans un milieu où on écoutait de la musique classique, du Chopin, etc. Et puis Eric Serra, il a fait le Grand Bleu, on voit que j'ai le t-shirt, mais il a surtout fait le 5e élément que j'étais allé voir au cinéma. Ah oui, le 5e élément. Et dans le 5e élément, il mélangeait un orchestre avec, il est bassiste de rock, donc avec des rock, mais aussi il avait fait des percussions avec des machines à laver, des perceuses, enfin. Et puis il a inventé cette musique du 23e siècle, il y a cette scène d'opéra qui est très connue. C'est une cantatrice. Oui, c'est ça, et puis après ça part en électro bizarrement. Mais moi, j'avais jamais vu ça. Genre, musique, c'était genre, qu'est-ce qui se passe ? Je sortais de Chopin, je tombe là-dessus. Et en plus, je trouvais fascinant que ce soit sa musique qui donnait les émotions de ce que Lilou dans le film vit. C'est-à-dire qu'il y a la séquence où elle vient de naître, elle voit les voitures volantes. Et vous voyez les voitures volantes à l'image, mais en fait la musique d'Eric Serra, avec les grands violons très lyriques, on comprend qu'elle est désespérée, voilà. Et c'est la musique qui le fait comprendre. Et je me suis dit, en voyant ce film-là, en fait j'avais déjà commencé à écrire un petit peu, et je me suis dit en fait j'ai envie d'écrire pour des films pour faire ça, c'est-à-dire que j'ai envie que ma musique fasse ressentir aux gens l'émotion qui n'est pas dans l'image. Ce qui est tout le travail de la musique de film, c'est d'apporter la lecture supplémentaire. Et c'est lui qui m'a fait découvrir ça, donc le rencontrer, c'était quelque chose, d'autant plus que c'était un festival où moi j'ai été moi-même repéré par le producteur du Renard et l'Enfant, donc c'était en 2005 à Auxerre, ça a été essentiel. Et puis sinon, après je suis allé jusqu'à Boston et j'ai vu Dieu là, parce que là c'est John Williams. Et ça c'est vrai que John Williams, c'est le patron, c'est le compositeur de Spielberg. Donc moi j'ai été bercé par E.T., par Jurassic Park, par Maman j'ai raté l'avion, par La Guerre des Étoiles. Moi c'est moins mon truc, mais enfin quand même, je sais pas, c'est John Williams quoi. Et quand vous rencontrez, qu'est-ce que vous lui dites? Mais là c'est compliqué parce qu'en fait on en rêve. Et puis j'ai eu la chance d'aller à Boston, de le voir en concert. Et comme on venait de Paris, j'étais avec un ami journaliste et donc son attaché de presse savait qu'on était là, donc elle a dit on pouvait venir le voir après. Oh mon Dieu. Et en plus j'ai l'air d'un chien mouillé parce qu'il avait plu quelque chose, voilà. Mais donc du coup on y va et c'est marrant parce que vraiment, mais je vous mens pas, physiquement j'ai l'impression qu'il était immense et que j'étais tout petit, alors que bon ça va, mais en vrai je vous jure j'avais cette taille là et lui il était comme ça, je me suis senti minuscule, j'avais l'impression que sa main faisait 5 mètres parce qu'il m'a serré la main tout ça et on se sent vraiment petit, tellement je suis impressionné. Et puis on ne sait pas dire grand chose, on dit qu'on admire machin,
Mais en plus, il a été vraiment gentil. Ah, vous êtes compositeur aussi? J'ai dit oui, je fais de la musique de film, bon courage et tout ça. Ça a duré 5 minutes, je me souviens pas de tout, mais vraiment, en plus, il a cette image de papy un peu bienveillant, lui, et il est vraiment, vraiment comme ça. Il est voilà, c'est très marquant parce que c'était quand même un peu. Voilà, j'étais un peu adoubé par Dieu d'une certaine manière. Ouais, c'est ça, donc c'était chouette. Et ça encourageait à continuer quand même. Et ça c'est sur des concerts live, ouais. Ça, parce que justement c'est quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que je fais de la musique de film, j'adore ça évidemment. Et puis, quand on fait de la musique de film, on est un peu caché derrière le film. Ah oui. Je veux dire, les gens ils entendent la musique, mais on n'est pas là. Et finalement, j'aime quand même bien ce rapport au public. Et parce que bon, si on est artiste, je pense que c'est aussi parce qu'on a besoin d'amour, c'est-à-dire j'ai besoin de recevoir de l'amour et d'en donner. Et dans les films, je sais que peut-être que je peux toucher les gens et tout, mais je n'en sais rien. Et c'est vrai que maintenant, j'ai commencé à faire des ciné-concerts parce que ça permet justement d'être en vrai avec le public aussi. Et ça c'était en 2000, et je me souviens que j'avais eu un prix au festival d'Antibes pour une de mes compositions, et donc du coup le festival Toute la mer à voir, donc c'était à l'université de Liège, m'avait demandé de faire un concert de mes pièces pour cordes. Donc là j'avais réuni, c'était des copains du conservatoire de Verviers, et là j'ai mon ami Stéphane avec qui je faisais les études à l'IAD qui faisait le son. Désolé pour sa tête dessus, Stéphane, je t'adore. Et en fait, c'était voilà, j'avais écrit des pièces pour cordes et on avait joué mes pièces. Il n'y avait pas grand monde dans la salle, mais c'était le premier concert que je donnais avec ma musique. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est un souvenir assez chouette, c'est que voilà, j'avais réuni des amis. Je me souviens que j'avais pour la première fois présenté vraiment ma musique à un public. Il y avait ma maman et quelques personnes, mais quand même. Et puis voilà, il y a eu cette envie toujours de faire des concerts qu'après, pendant des années, j'ai plus trop fait parce que j'ai fait de la musique de film et que je continuerai à en faire toujours. Mais que maintenant, du coup, j'ai retrouvé un peu parce qu'à Strasbourg, j'ai lié des liens avec le No Limit Orchestra, qui est un ensemble de musiciens qui sont super et qui se sont spécialisés justement dans la musique de film et de jeux vidéo en concert. Donc je les ai rencontrés et ils ont enregistré des musiques de film à moi. Et on a mis sur pied l'Odyssée de Shum, qui est un ciné-concert pour les enfants à partir de 3 ans. Okay. Ce qui n'existe pas trop parce que les ciné-concerts, c'est toujours Gladiateur, Pirates des Caraïbes. Mais moi, je voulais m'adresser principalement aux enfants parce que, en fait, j'adore les enfants dans le sens où je trouve que créer une vocation, créer des étincelles dans les yeux d'un enfant et tout ça, c'est quelque chose qui peut vraiment être fort pour sa vie d'adulte après. Je trouve que l'art, notamment, a un impact fort chez les enfants qui sont ouverts à tout. Et plus on va leur proposer des trucs, plus ils vont être curieux, et plus du coup ça aide à découvrir leur sensibilité, tout ça. Et puis il y a peut-être des enfants qui vont vouloir faire de la musique ou du cinéma et tout, parce qu'ils se souviendront de ce concert. Et je me souviens qu'on a même eu un enfant d'1 an et demi, un moment qui est venu voir ça. On a eu on a eu une crèche, je me souviens. Et puis c'est vrai que et ce concert-là, il est important pour moi pour plusieurs trucs. D'abord parce que du coup j'ai le rapport au public. Là on voit, c'est une partie un peu Pierre et le Loup, où je présente les instruments et j'explique ce qu'ils vont jouer dans le film. Donc d'une part c'est chouette pour des gosses. Et en plus, le film est très mignon, donc les enfants, c'est un joli dessin animé, sauf qu'ils voient les musiciens jouer, etc. Donc il y a ce spectacle-là. Et moi, en plus, ça me permet, c'est ma petite famille Shum, un peu les musiciens, on est proches, on a fait déjà plus d'une trentaine de nattes, on a eu plus de 10 000 personnes déjà, si on compte toutes les villes, donc c'est déjà pas mal. Donc ça, c'est aussi chouette parce que c'est pareil, je fais un métier très solitaire, je compose tout seul chez moi devant mon ordi. Et donc là, ça me permet quand même de sortir de cette solitude-là, parce que j'ai beaucoup de mal avec la solitude quand même. Et j'ai une anecdote en plus, il y avait, je me souviens, on avait fait un concert en Alsace et il y a une dame qui était allée dans le public et on voyait bien qu'elle ne se sentait pas très bien, vous savez, elle était un peu... Bon. Et donc on fait le concert et je sais qu'après elle est venue me trouver, elle avait l'air d'avoir pleuré et tout ça, et elle me dit « Merci pour ce moment, vous m'avez lavé l'âme ». Et ça, je trouve, c'est vraiment une belle phrase parce que ça veut dire que je ne sais pas ce qu'a vécu cette dame dans cette vie, mais pendant la demi-heure de musique du concert, on lui a fait du bien, sans doute qu'on l'a aidé à passer à autre chose, ou je ne sais pas. Et je me dis, voilà, mon travail peut aussi peut-être servir à ça, à faire bien aux gens. Et ça, c'est chouette, c'est quelque chose d'important pour moi. C'est la dernière photo, je crois, de l'émission ici. Oui, ça c'est justement, je parlais des concerts, et ça c'est des projets d'envergure qui commencent à se développer avec le No Limit Orchestra. Ça c'est un truc qui s'appelle la Symphonie Galactique, où là j'ai écrit une pièce, c'est ma plus grosse pièce parce que c'est pour orchestre, chœur et orgue. Et ça c'est pas une musique de film, c'est un peu à l'envers, c'est-à-dire que là j'ai écrit une pièce pour ces musiciens. Et après, du coup, il y a de la vidéo qui a été mise. Joséphine Herbelin a fait les dessins. Enfin voilà, on a joué avec, vous voyez, il y avait des lasers, des trucs. Enfin voilà. Et puis ça, c'était une grosse pièce.
Et là, bah, c'est vrai que bon, d'une part, je peux exprimer ce que je veux vu que c'est de la composition pure sans film, même si évidemment c'était dans un esprit musique de film, puisqu'il jouait aussi Interstellar et des choses comme ça. Mais là, c'est vrai que je me suis senti vibrer d'une autre manière parce que voilà, on a un orchestre qui joue en direct mes trucs. Je sais que les gens ont aimé la pièce, on est venu me le dire, etc. Et c'est pour ça que je me rends compte que, bah oui, que j'ai envie de refaire plus de concerts parce que le rapport direct au public est quand même quelque chose d'important. Même si je continuerai à aimer le cinéma autant que la musique et à avoir envie d'avoir des beaux films et de raconter, de m'exprimer à travers le cinéma. Mais c'est vrai que finalement, voilà, il y a eu des années sans concert et le fait que ça recommence grâce à ces musiciens-là notamment, bah, c'est quelque chose de chouette. On arrive à la fin de l'émission. Si vous devez qualifier d'un qualificatif un mot pour 2024 pour vous, ce sera quoi? Bonheur. Bonheur, oui, bah oui. Je pense que c'est bien et pour tout le monde. Je pense c'est ce qu'on vous souhaite. Bah, merci. Merci. C'est passé vite, c'était chouette avec vous, j'ai passé un bon moment. Eh ben, merci. Rendez-vous dans 15 ans. Oui, voilà, on va dire ça. Voilà. Ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Eh ben, merci bien, au revoir. Et puis nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, lundi, 20h30. Bonne soirée à tous et à tous, à très bientôt.